Cette Et conférence va maintenant être enregistrée. comme vous le savez, du coup, ces cours-là, les cours de physiologie sont des cours nouveaux. Du coup, on s'est basé un peu sur des cours qu'on avait nous. On a essayé d'improviser pour faire quelque chose quand même. Du coup, je vais traiter une première partie qui est la partie anatomie. J'adore parce que les modifications ont été faites. Du coup, première partie, ça va être une partie anatomie. Je vais faire une deuxième partie plus sur la physiologie, mais je ne pouvais pas faire une impasse sur l'anatomie. Vous n'aurez pas forcément tout compris sinon. Alors, du coup, pour commencer, le cœur ischio-myofascial, la cage thoracique, c'est un muscle strié creux. Les deux tiers du cœur sont situés dans la partie gauche de la cavité thoracique, c'est-à-dire séparés par le plan sagittal médian. Vous l'avez vu en anatomie normalement. C'est un organe qui est autonome, il a une activité propre et il ne dépend pas du système nerveux issu du système nerveux central. Il va être régulé par différents systèmes, ça va être le système nerveux végétatif ou encore des hormones. Bon bref, vous les verrez plus tard. C'est un organe qui va être vachement spécialisé, en particulier au niveau tissulaire, et il va être essentiellement constitué de tissu musculaire strié cardiaque, du coup, c'est le myocarde, qui donne ses capacités mécaniques. Je vais juste, voilà, qui donne des propriétés mécaniques qui sont la viscoélasticité et la contractilité. Du coup, le cœur, ça va être un tissu excitable, comme vous le savez, capable de générer une activité électrique, normalement notamment un potentiel d'action. Euh, L'autonomie du cœur se retrouve aussi dans son activité contractile. On dit qu'elle est myogénique, c'est-à-dire qu'elle va naître dans le tissu musculaire même. Cette activité contractile est rythmique et elle survient régulièrement, comme vous le savez. Le cœur comporte également un tissu fibreux, donc ça va être un tissu de soutien qui va assurer l'isolation électrique du cœur et du tissu électrogénique, qu'on verra plus tard. C'est-à-dire que c'est le tissu qui génère l'activité électrique. Du coup, première partie, anatomie. Je vais commencer, je vais détailler un petit peu tout. Vous avez ici la trachée. Ici, donc la trachée qui passe derrière la crosse de la aorte. Vous avez en 16 la bronche principale souche gauche. Donc ça fait partie de l'appareil respiratoire. Après, directement au niveau de l'appareil cardiovasculaire, on va commencer par là. Vous avez ici la veine cave supérieure, en 12 veine cave supérieure et en 15 la veine cave inférieure. C'est celle qui va ramener le sang dans l'auricule de l'atrium droit. Du coup, en 13, vous avez l'auricule droit, qui est une petite partie de l'atrium droit, qui est en 14. Vous allez avoir ici en 10, toute cette partie-là, ça va être le ventricule droit. Ici, à ce niveau-là, vous avez la coronaire, ou une artère coronaire, qui est dans le sillon interventriculaire antérieur. À ce niveau-là, en 8, vous pouvez voir l'auricule gauche. Et est-ce que j'ai le truc Non. Et voilà, du coup, en 11, vous avez l'apex qui va être la pointe du cœur. À ce niveau-là, on part sur les artères. Vous avez en 7 le tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire se divise en une artère pulmonaire gauche et une artère pulmonaire droite qui est cachée ici par la crosse de l'aorte. Vous avez du coup aussi la crosse de l'aorte. La crosse de l'aorte, c'est cette partie-là. Donc c'est tout ça. Vous avez du coup euh, la crosse de l'aorte donne naissance à trois principales artères qui vont être l'artère carotide commune gauche, c'est celle qui alimente le cerveau et toute la partie du crâne, à gauche bien sûr, et le tronc artériel brachocéphalique, je vais refaire, tronc artériel brachocéphalique, artère carotide commune gauche, et ici l'artère sous-clavière, donc sous-clavière gauche. Donc ça c'est important. On va passer à une vue postéro-inférieure du cœur. Pareil, on va retrouver les mêmes éléments que tout à l'heure. Ici, notre artère subclavière gauche, notre artère carotide commune gauche, là, le tronc artériel brachocéphalique, notre crosse de l'aorte,
ici, on le voit, c'est l'artère pulmonaire gauche qui est là. Et là, vous avez du coup l'artère pulmonaire droite. Vous avez ici l'auricule gauche. On le voyait tout à l'heure aussi sur la vue antérieure. Vous avez ici, du coup, en 7, la veine pulmonaire inférieure gauche. Vous voyez ici la veine en 12, la veine pulmonaire supérieure droite. Du coup, là, vous avez veine pulmonaire inférieure gauche, veine pulmonaire supérieure gauche, veine pulmonaire inférieure droite, veine pulmonaire supérieure droite. En 8, vous avez votre ventricule gauche. Du coup, simplement. En 9, vous avez le sillon interventriculaire inférieur. En 10, vous avez du coup ce que je disais tout à l'heure, votre veine cave supérieure. En 13, vous avez votre atrium gauche. Faire attention parce que l'auricule est une partie de l'atrium, c'est un peu compliqué. Vous avez ici en 15, du coup, votre veine cave inférieure. On continue par des coupes. Alors, au niveau des coupes, on va commencer ici par le 1, tout simplement. Vous avez du coup votre artère pulmonaire gauche, enfin votre artère pulmonaire droite, votre artère pulmonaire gauche ici, votre tronc pulmonaire qui est là. Vous avez une valvule sigmoïde. Alors la valvule sigmoïde, elle sert à quoi? Elle sert à retenir le sang pour éviter que le sang reflue dans le cœur après qu'il se soit contracté, tout simplement. C'est pareil pour la valvule tricuspide. Du coup, ici, vous avez la valve médiale de la valvule tricuspide, tout simplement, votre valve latérale et votre valve postérieure. En 6, vous avez votre cavité ventriculaire droite. En 7, c'est la paroi musculaire, donc ça va être le myocarde du ventricule droit. En 8, vous allez avoir des cordages tendineux qui retiennent les valves, de la valvule tricuspide, et vous verrez pareil de l'autre côté pour la valve mitrale à gauche. Vous avez donc en 9 votre valve latérale, en 10 la veine cave inférieure, 10 veine cave inférieure, en 11 vous allez avoir la valvule de Stachy. Donc, cette valvule, elle va être située sur l'abouchement de la veine cave inférieure dans l'auricule. Pareil que tout à l'heure, même fonction que les valvules, elle sert à éviter un retour du sang dans l'autre sens. Du coup, en 12, ce que je disais, c'est qu'il y avait la valve postérieure de la valvule tricuspide, de la valve tricuspide, pardon. En 13, vous avez votre cavité atriale droite. En 14, alors c'est un truc qui est un peu particulier, ça s'appelle la fosse ovale. C'est situé dans la paroi médiale de l'atrium droit. Ça va être un reliquat embryonnaire de l'orifice de communication entre l'atrium droit et l'atrium gauche. On l'appelle aussi le trou de Bottal. En 15, du coup, vous avez votre auricule droit. Et en 16, vous avez la veine cave supérieure. Ici, le 17. Alors, le 17, ça va être le muscle papillaire. Ça va être un muscle qui va, quand il va se contracter, va tendre les cordages tendineux. Enfin bref, je ne vais pas trop détailler ça, ce n'est pas forcément intéressant pour aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Ok, bon, bah, du coup, on va continuer. Alors, c'est parti, on reprend ici avec les coupes passant par la cavité gauche. Vous allez voir ici votre aorte thoracique ascendant. Donc, ça va être le segment ascendant de l'aorte thoracique. Il y a une distinction qui va être faite avec la crosse aortique, donc l'arc de l'aorte. C'est une distinction qui est, c'est une délimitation de segments qui est faite comme ça. Ici, vous allez retrouver pareil vos valvules sigmoïdes. Hein. Elles existent aussi bien sur le cœur droit au niveau du tronc pulmonaire qu'ici sur l'aorte.
En 3, vous allez avoir votre cavité atriale gauche. En 4, pareil, ce que je montrais tout à l'heure, vous allez avoir vos veines pulmonaires supérieures gauche qui est ici, votre veine pulmonaire inférieure gauche ici. En 6, vous allez avoir votre grande valve de la valve mitrale. Et en 7, vous allez avoir la petite valve de la valvule mitrale. En 8, vous allez avoir vos cordages tendineux, pareil. En 11, pourtant les cordages tendineux, on va aussi retrouver un muscle papillaire. En 10, vous avez la paroi musculaire du myocarde qui est vachement, vous allez remarquer, vachement plus épaisse qu'à droite. En 9, vous avez vos cavités ventriculaires gauche. Et je crois que l'on a fait le tour. Passons au suivant. Alors, là, je vais traiter la partie qui va être la plus importante pour la suite du cours. Ça va être le tissu cardio-necteur. Du coup, tissu cardio-necteur. D'un point de vue anatomique, on va retrouver deux types de structures nodales. Vous avez du coup votre nœud sinusal, qui est le premier type, deux premières structures nodales, et le nœud atrioventriculaire. Structure, le nœud atrioventriculaire, il va être logé dans un anneau fibreux isolant, ce qui va permettre d'éviter qu'il se contracte trop facilement, ou voilà, qu'il y ait des sauts directs entre l'atrium et le ventricule. Du coup, entre ces deux nœuds, et après, vous allez avoir des faisceaux internodaux. Donc, ces faisceaux internodaux, vous en avez deux. Ces deux nœuds sont reliés fonctionnellement par des faisceaux internodaux antérieurs, moyens et postérieurs. Vous avez votre nœud atrioventriculaire qui va donner naissance au faisceau de His, ses branches droite et gauche, et le réseau de Purkinje. Donc ça, c'est vachement important, ça va être toute la suite du cours. Du coup, je répète, vous allez avoir votre nœud sinusal, trois faisceaux internodaux, votre nœud atrioventriculaire, le faisceau de His, les branches droite et gauche du faisceau de His, et le réseau de Purkinje. Alors, c'est parti, on attaque la partie un peu plus compliquée du cours. Avant ça, est-ce qu'il y a des questions? Ok, c'est parti alors. On commence. Le tissu nodal. Alors, le tissu nodal, ça va être un tissu musculaire strié cardiaque qui va être organisé en nœuds et en faisceaux. Ce tissu, il a une origine, il est formé de reliquats embryonnaires en fait. C'est-à-dire que ça va être des tissus qui vont avoir conservé une certaine propriété embryonnaire et seront donc moins différenciés que le reste du myocarde. Ça va être le support de l'électrogenèse cardiaque. Donc, il va être enchâssé dans les mêmes structures que le cœur, parmi les autres cellules, parmi les cardiomyocytes. Donc, tout ça, ça va être exactement, il va être à l'intérieur du cœur. Je vais détailler du coup les propriétés embryonnaires qui sont relativement importantes quand même. Alors, la première, ça va être l'automaticité. C'est-à-dire, l'automaticité, ça va être la capacité à avoir une activité contractile, électrique contractile, automatique ou myogénique. Ce qui veut dire que c'est sans information venant de l'extérieur. Vous avez la rythmicité. Donc, la rythmicité, c'est quoi? C'est la répétition de l'activité de façon cyclique. Donc, ça va être le rythme biologique. L'excitabilité, ça va être la capacité de se dépolariser, de générer un potentiel d'action. Vous avez la spécificité du tissu nodal qui va être l'auto-excitabilité. Alors, l'auto-excitabilité, très important, ça va être la capacité de générer un phénomène électrique en son sein. Donc, ça va être lui-même responsable de la dépolarisation sans excitation antérieure-extérieure. Il s'agit d'une spécificité du tissu nodal, comme je disais. Du coup. La conductibilité, donc ça va être la capacité de transmettre un phénomène électrique, un potentiel d'action à une cellule adjacente de proche en proche. Et bien sûr, la contractilité, parce que au final, la tissu nodale, c'est avant tout une cellule musculaire. Alors, partie plus compliquée.
L'auto-excitabilité des cellules nodales. Alors, du coup, je vais d'abord expliquer ce schéma, enfin ce graphique, comment ce sera plus simple pour la compréhension de tout le reste. À ce niveau-là, vous avez du coup, comme vous voyez, le temps en secondes et ici le potentiel de membrane. Alors normalement, il y avait des couleurs, mais les couleurs ont disparu. Du coup, cette courbe-là, ça va représenter les cellules sinusales. Ça va être le tissu nodal. Celle-ci, ça va être les cellules ventriculaires. Vous voyez que à ce niveau-là, vous avez un potentiel de repos qui va être stable. Votre potentiel de repos, il va être stable. D'un coup, il va augmenter, la cellule se dépolarise et elle revient à son stade d'origine. Et elle ne bouge pas jusqu'au prochain influx. Là, elle se redépolarise et elle revient à son état d'origine. Ça, c'est les cellules ventriculaires. Les cellules sinusales, c'est un peu particulier, tout simplement parce qu'elles ont la capacité, elles n'ont pas un potentiel de repos stable. C'est-à-dire, vous avez votre potentiel de repos, enfin de membranaire de repos, qui est aux alentours des moins 70 millivolts. Voilà, c'est moins 60, mais voilà, vraiment, c'est aux alentours des moins 70. Vous allez donc avoir, on part de moins 60 ici, et au lieu d'avoir quelque chose de stable, vous allez avoir un phénomène de dépolarisation qui va être, enfin, vous allez avoir un potentiel de repos totalement instable. Du coup, la cellule, quoi qu'il arrive, elle se dépolarisera. Elle va se dépolariser jusqu'à un certain seuil. À partir de ce seuil-là, ça va déclencher une dépolarisation des cellules ventriculaires. Puis, la cellule sinusale, elle va revenir à son état d'origine, moins 60. Et c'est reparti pour un cycle. Elle commence un peu à se dépolariser. Elle arrive aux alentours de son seuil de dépolarisation. Elle tranche, les cellules ventriculaires se dépolarisent et elle revient à son état d'origine. Du coup, ce que je disais, c'est que la cellule du nœud sinusal, elle a un potentiel de repos instable. Donc, il va avoir tendance à augmenter spontanément. C'est ce qu'on appelle la tendance spontanée à la dépolarisation. Lorsque le potentiel de membrane va dépasser un seuil de dépolarisation, ça va induire un potentiel d'action, ce que je disais. Puis un retour à la normale. Le seuil dépolarisation, il dépasse le seuil, ça génère un potentiel d'action. Cette tendance spontanée à la dépolarisation, c'est propre aux cellules sinusales. C'est ce qui va permettre l'activité cyclique du cœur. Au niveau des cellules ventriculaires, vous allez donc avoir un potentiel de repos, pareil. Sauf que celui-ci, il est stable. Il ne va pas avoir de tendance spontanée à la dépolarisation, il ne bougera pas. Elles vont quand même pouvoir se dépolariser lorsqu'on va avoir on va pouvoir avoir un potentiel d'action de ces cellules ventriculaires lorsqu'on va avoir une dépolarisation synchrone du cœur. Cette dépolarisation synchrone, vous vous en doutez, elle va être induite par les cellules sinusales. On va passer à la partie suivante. Alors, je vais un peu tout vous expliquer et après je vous montrerai le texte, comme ça ce sera plus simple. Ce que je vous ai montré là, donc ça, cette courbe-là avec les cellules sinusales qui se dépolarisent toutes seules. Ça, c'est dû à ces canaux-là. Ça va être la pompe électrogénique, l'échangeur Na+, Ca2+, un canal ionique HCN et un canal calcique de type T. Vous allez avoir trois types de courants. Vous allez avoir un courant de fond qui va être la pompe électrogénique Na+, K+, ATPase, l'échangeur Na+, Ca2+, un courant pacemaker qui va être généré par les canaux ioniques HCN et un courant calcique transitoire. Du coup, vous le voyez, ici, vous avez extérieur de la cellule, extracellulaire, et ici l'intérieur, intracellulaire. La pompe électrogénique Na+, K+, ATPase,
elle fait rentrer 2 potassium, elle fait sortir 2 ions sodium. Votre échangeur Na+Ca2+, lui, fait rentrer 2 sodium et fait sortir 1 calcium. Votre canot ionique HCN, lui, fait rentrer 2 Na+, et fait rentrer au passage 1 K+, un potassium. Alors que le courant calcique transitoire, qui va être le canal calcique de type T, lui, va uniquement faire rentrer du Ca2+, lorsqu'il y a des modifications, des excitations. Juste Gauthier, je sais pas si tu as vu, mais il y a une question dans le chat. Ah, j'attends. C'est Malisa qui demande, ça veut dire quoi dépolarisation synchrone? Je vais revenir alors. Alors, en gros, la dépolarisation synchrone, ça va être quand tous les cardiomyocytes se dépolarisent en même temps. Donc, synchrone, ça veut dire en même temps, et la dépolarisation, c'est la dépolarisation. Du coup, la totalité des cardiomyocytes d'une certaine zone, vont se dépolariser en même temps. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok. Alors, je continue. Du coup, j'en étais où? Ah oui. C'est parti. Alors, on va commencer par le courant de fond, plus précisément. Votre courant de fond, ça va être assuré, comme je l'ai dit, par la pompe électrogénique et votre échangeur Na+Ca2+. Ce courant-là, il ne va pas être constant au cours du temps. Lors de la dépolarisation diastolique lente, vous allez avoir une diminution de l'activité de la pompe électrogénique qui, normalement, fait rentrer du Na+, et fait rentrer du potassium et fait sortir du sodium, Là, vous allez avoir une diminution de l'activité de cette pompe. Du coup, ça va limiter l'entrée de K+, donc limiter l'entrée de potassium, et la sortie de sodium Na+. Ce qui va favoriser un effet dépolarisant. Pourquoi? Parce que tout simplement, au lieu de sortir, le sodium, il va stagner dans la cellule. Du coup, cette accumulation de Na+, c'est ça qui va favoriser l'effet dépolarisant. Vous allez avoir aussi une augmentation de l'activité de l'échangeur Na+Ca2+. Cette augmentation de l'activité de cet échangeur va aboutir tout simplement à une entrée de Na+, plus importante et une sortie Ca2+. Pareil, ici, ça va tendre vers la dépolarisation. Vous avez donc aussi un courant ionique pacemaker. Alors, ce courant-là, il va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être sous-tendu par un canal ionique HCN. Ce canal, il va être activé par l'hyperpolarisation. Donc, il va être d'autant plus perméable que la cellule est hyperpolarisée. Donc, il fait rentrer dans la cellule les cations, ça va être le Na+, le K+, et il est non spécifique. Est-ce que tout le monde a compris ce que vous voulez dire non spécifique? Alors, en gros, non spécifique, ça veut dire quoi? Quelque chose de spécifique, ça va être quelque chose de réservé à un tissu. Donc, par exemple, quand je disais que tout à l'heure, je vais essayer de retrouver. Quand je disais que tout à l'heure, l'auto-excitabilité était une spécificité du tissu nodal, ça veut dire qu'on la retrouve uniquement au niveau du tissu nodal. Là, justement, votre canal HTN, il n'est pas spécifique. Ça veut dire qu'on va le retrouver dans d'autres parties du corps, dans d'autres tissus, tout simplement. Il y avait quelqu'un qui me demandait de réexpliquer, ça correspondait à quelle partie? Je regarderai. Du coup, votre canal ionique HN, hyperpolarisation, oui, c'est l'inverse de la dépolarisation, totalement. Votre canal ionique HCN, il est non spécifique. Donc, on le retrouve ailleurs dans la cellule.
enfin, ailleurs dans le corps. Ce canal ionique pacemaker, il va avoir tendance à faire dépolariser la cellule. Donc, cette tendance à dépolariser les cellules, elle va être d'autant plus importante que la cellule est initialement hyperpolarisée. Du coup, dernier canal, le courant calcique transitoire. Alors, le diapo d'avant, c'est-à-dire le premier des trois. Ok. Celui-ci, du coup. Alors, du coup, je vais juste le refaire. Ici, vous avez votre courant de fond. Donc, le courant de fond, ça va être la pompe Na+, K+, ATPase, que vous avez vu normalement en électrophysiologie. Et l'échangeur Na+, Ca2+. Ce courant, du coup, le courant qui va être... ce courant n'est pas constant au cours du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pompe ne fait pas rentrer tout le temps la même quantité de potassium et elle ne fait pas sortir tout le temps la même quantité de Na+, de sodium. Ça veut dire ça, ce courant n'est pas constant. Lorsqu'on va avoir la dépolarisation diastolique lente dans les cellules synodales, il va y avoir une diminution de l'activité de la pompe électrogénique qui va habituellement, du coup, comme je disais, faire entrer du potassium, sortir de sodium. Du coup, normalement, la pompe électrogénique, elle va favoriser l'hyperpolarisation. C'est son but premier, c'est de faire sortir du sodium, faire rentrer du potassium. Du coup, elle va favoriser l'hyperpolarisation. Sauf que là, dans ce cas-là, son activité, elle diminue. Si son activité diminue, elle fait plus sa fonction et du coup, vous allez avoir l'effet inverse qui va se produire. Vous allez avoir moins de sortie, enfin, ça vaut moins d'entrée de potassium et une augmentation de la sortie limite l'entrée de potassium et la sortie du sodium. Le résultat, il est très simple, c'est que ça va favoriser l'effet dépolarisant. Pourquoi? Parce qu'on a une accumulation de Na+ dans la cellule. C'est aussi simple que ça. Cette augmentation de l'activité de l'échangeur, on va avoir aussi une augmentation de l'activité de l'échangeur Na+, Ca2+. Et pareil, même principe, l'augmentation de l'activité de cet échangeur, il va aboutir à une augmentation, à l'entrée de Na+, et la sortie de Ca2+. Même principe, on tend vers la dépolarisation. Du coup, voilà. Le courant ionique pacemaker, est-ce qu'il y a besoin que je revienne dessus ou pas? Non, personne? Ok, bon, je passe au suivant. Le courant calcique transitoire. Donc, ce courant calcique, il va avoir pour origine un canal calcique de type T, voltage dépendant. Voltage dépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la cellule, que je disais tout à l'heure, va avoir tendance à se dépolariser, bah, ce canal classique, lui, il va le détecter. Et donc, quand il va le détecter, il va augmenter sa conductance ionique. Sa conductance ionique, c'est sa capacité à laisser passer les ions. Ce qui va provoquer une entrée de calcium. Et c'est cette entrée de calcium qui va être à l'origine de la dépolarisation directement. Du coup, je répète, c'est vraiment un canal calcique T, voltage dépendant. Donc, ces phénomènes, en présence de phénomènes électriques locaux, il va augmenter sa conductance ionique. Ça va provoquer l'entrée du calcium et induire une dépolarisation. Du coup, voilà. Vous avez ces trois systèmes qui marchent totalement ensemble. Est-ce qu'il y a besoin que je revienne dessus? Ouais, type T, c'est canal classique de type T transitoire.
Du coup, selon chaque nœud, c'est là que ça se simplifie un petit peu. En fonction des nœuds, vous allez avoir une expression phénotypique spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être très compliqué, mais c'est très très simple. Expression phénotypique spécifique, ça veut l'expression d'un caractère spécifique. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça veut dire réserver. Ça veut dire que vous allez avoir tout simplement pas la même quantité de chaque canal dans les cellules des différents nœuds. Cette répartition différente des canaux ioniques, elle va induire un comportement électrique totalement différent en fonction des nœuds. Et vous allez avoir une morphologie du potentiel d'action qui vont avoir aussi des propriétés différentes. Plus la pente est raide. Alors la pente, je vais revenir sur ma diapo d'avant. Ça va pas encore. La pente, c'est ça en fait. C'est cette droite. Donc ça, c'est la pente. Plus votre pente va être raide, plus votre tendance spontanée à la dépolarisation est importante. Ça, c'est le nœud sinusal. Donc le nœud sinusal possède la pente la plus raide. Donc, ce qui veut dire qu'il va avoir la plus grande tendance spontanée à la dépolarisation, la plus importante. Votre nœud atrioventriculaire, je vous rappelle, qui est atrioventriculaire, qui est entre les atriums et les ventricules, entre l'atrium droit et les ventricules, il va avoir une pente moins prononcée. Il va donc avoir une tendance moins importante à la dépolarisation. On va avoir une tendance qui va être encore plus faible pour les nœuds du réseau de Purkinje. Les cellules ventriculaires, elles n'ont pas de tendance spontanée à la dépolarisation. Vous l'avez bien vu. C'est-à-dire que sans excitation, elles restent à un potentiel de repos stable. Vous avez aussi un rythme. Physiologiquement, vous avez un rythme qui est imposé par le nœud dont la fréquence est la plus élevée. C'est-à-dire que ça va être ici notre nœud sinusal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la pente la plus raide. Donc, c'est lui qui va se dépolariser en premier et qui va être à l'origine du phénomène contractile. C'est pourquoi on appelle le nœud sinusal le pacemaker du cœur. Est-ce que vous avez des questions? Juste tout à l'heure, il y a Malisa, je crois que tu n'as pas vu son message. Elle a demandé les 3 fonctionnements en même temps. Enfin, c'était il y a 5 minutes. Du coup, notre cycle cardiaque. On va directement commencer. Vous le savez, du coup, l'activité cardiaque, ça va être une succession de cycles cardiaques. Ils vont comprendre une phase de diastole et une phase de systole. Expression phénotypique, je n'ai pas entendu. Alors, je vais revenir. Du coup, je disais que selon chaque nœud, chaque canal ionique a une expression phénotypique spécifique. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la même répartition, la même quantité des différents canaux ioniques que j'ai montrés plus haut. Donc ceux-là, vous n'allez pas avoir la même quantité, par exemple, de canaux ioniques HCN dans tel nœud ou tel nœud. Ce qui va induire une différence dans les comportements électriques des différents nœuds. Et vous allez avoir vous allez avoir des morphologies différentes du potentiel d'action. Est-ce que j'ai été clair?
Du coup, pour le nœud sinusal, c'est pas cette partie-là. Alors, pour le nœud sinusal, tout simplement, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le nœud sinusal. Vous avez vu que je vous ai montré que les nœuds ont tendance à se dépolariser automatiquement. Et plus la pente que je vous ai montré tout à l'heure va être raide, plus ils vont avoir tendance à se dépolariser. Donc, cette tendance spontanée à la dépolarisation, vu qu'elle est plus importante dans le nœud sinusal, c'est lui qui va se dépolariser en premier. Donc, c'est lui qui va plus ou moins induire la dépolarisation des autres nœuds via le réseau que j'ai montré tout à l'heure. C'était clair. Ok, parfait alors. On va passer à la suite. Dans le nœud sinusal, il y a les trois courants, c'est-à-dire il y a les trois canaux. Oui, logiquement oui. Oui. Ces canaux-là, par exemple, le canal ionique HN, il ne va pas être spécifique d'un seul nœud. Donc logiquement, on retrouve tous les canaux, tous les différents canaux, donc canal catholique, canal ionique HN, votre échangeur et votre pompe électrogénique dans les différents nœuds. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que je passe à la partie suivante, qui est un peu plus simple. Bon, on passe à la partie suivante alors. Du coup, le cycle cardiaque. Vous le savez, vous avez une succession de cycles cardiaques qui vont comprendre une phase de diastole, une phase de systole. Votre cœur, il va revenir à un état initial selon une fréquence qui varie au cours du temps, quand vous faites du sport, par exemple. On dit que le cycle est pseudo-périodique parce qu'il prend du coup une durée variable. Alors, la diastole, je ne l'ai pas expliqué, donc je vais le faire tout de suite. Ça va être une phase de relaxation musculaire. Cette phase de relaxation musculaire, elle va servir au remplissage des cavités cardiaques. Vous avez aussi une phase de systole. La phase de systole, ça va être associé au phénomène de contraction musculaire. Cette contraction musculaire, elle va servir à l'éjection du sang dans les artères. Ça, cette partie-là, avec les petits déterminants, elle est, mince, je vais y arriver, elle est importante. Proto, ça veut dire en début de cycle. Par exemple, protosystolique en début de systole. Méso, en milieu. Donc, mésosystolique, en milieu de systole. Télé, ça veut dire en fin de ou à distance de. Et holo, ça veut dire tout le long. Donc, holodiastolique, ça veut dire justement tout au long de la diastole. Le nœud sinusal est situé dans l'atrium et c'est un assemblage de cellules. Alors, voilà. C'est là. Voilà. Non, alors le nœud sinusal, il va être situé dans votre oreillette droite. Donc oui, l'atrium droit. Et c'est un assemblage de cellules. Alors oui, c'est un assemblage de cellules. Vous n'avez pas de cours encore sur toute l'histologie du cardiaque, enfin toute l'histologie musculaire cardiaque, mais oui, en soi, tout le myocarde est un assemblage de cellules. Du coup, proto en début de cycle, méso en milieu, télé en fin ou à distance de et holo tout le long du. On peut dire holodiastolique et holosystolique. Oui, on peut totalement dire ça, mais ça désigne pas la même chose par contre. Holodiastolique, ça va dire
tout le long de la diastole, holosystolique tout le long de la systole. Votre cycle cardiaque. Du coup, vous avez un cycle cardiaque qui est construit sur 2/3 de temps la diastole et 1/3 du temps la systole. Dans votre diastole, vous allez avoir 2 sous-phases. Vous allez avoir une phase isovolumique qui va être une relaxation musculaire sans changement de volume. Vous allez avoir vos valves qui vont être fermées. Vous allez avoir une phase de remplissage avec augmentation de volume. Du coup, pareil pour la systole, vous allez avoir 2 phases. Une phase isovolumique, donc sans modification de volume. Vous allez avoir votre pression qui augmente avec la contraction, mais aucun volume de sang qui rentre ou qui sort de la cavité, car vos valves vont être fermées. Ça va, ça les valves. Et vous allez avoir la phase d'éjection avec une diminution du volume. Au niveau des rapports, 2/3, 1/3, ce rapport-là, donc 2/3 diastole, 1/3 systole, il va être fonction de la fréquence cardiaque. Et il va diminuer lorsque la fréquence cardiaque augmente. C'est-à-dire, je reprends mon cours à côté de moi. Alors, c'est-à-dire que en fonction, vous le voyez très bien avec ce petit graphique-là, en fonction de la fréquence cardiaque. Donc là, vous êtes à peu près un rythme de repos, fréquence cardiaque de repos, 60 battements par minute. Chaque cycle prend environ 1 seconde. Vous allez avoir vos 2/3 de diastole. 2/3 de diastole qui vont être ici, 0,66 secondes. Et votre tiers de systole restant, 0,34 secondes. On double à peu près la fréquence cardiaque. On passe à 110 battements par minute. C'est presque doublé. Si on avait toujours les 2/3, 1/3, ce serait quand même très court à ce niveau-là, au niveau de la systole. Sauf que, du coup, pour pouvoir augmenter la fréquence cardiaque, qu'est-ce qui s'est passé? On a rogné sur la phase de diastole. Du coup, on a rogné sur cette partie. Et on a un tout petit peu diminué la phase de systole aussi. Pareil, on passe à 150 battements par minute. On voit que la diastole, le temps de diastole est inférieur au temps de systole. C'est ce phénomène de rognage, c'est ce phénomène-là qui va permettre de réduire la durée du cycle cardiaque. Alors, pourquoi est-ce qu'on rogne sur la diastole et pas sur la systole? Tout simplement parce que vous allez avoir une vitesse, une durée incompressible pour l'éjection du sang. Pourquoi? Parce que vous avez des forces dans les vaisseaux sanguins qui imposent une certaine force de contraction pour le cœur pour envoyer le sang vers les vaisseaux, tout simplement. Et ce temps-là, il est incompressible, très difficilement compressible. Du coup, on est obligé de rogner sur la diastole. Est-ce que c'était clair? Du coup, ce que je disais, c'est que notre rapport diastole-systole, il va être fonction de la fréquence cardiaque et les modifications, elles vont se faire au détriment de la diastole. Ça va prendre du temps sur la phase de repos, c'est-à-dire oui. Par exemple, donc le schéma, ça peut être un exemple, ça peut être après avoir fait un effort, par exemple. Oui, totalement. Là, par exemple, vous mettez à faire du sport, vous passez une fréquence cardiaque de repos à une fréquence cardiaque assez élevée quand même, donc 150 battements par minute. C'est là que vous allez avoir votre diminution du temps de diastole, et ici votre systole. Ça va prendre du temps par rapport. Au niveau de la relaxation, je ne comprends pas trop la question.
C'est-à-dire au niveau de la diastole, vous allez juste avoir, enfin, il va juste avoir moins de temps de diastole, tout simplement. Est-ce que c'était clair? Bon, je vais passer à la diapo suivante du coup. Alors, votre cycle cardiaque. Là, je vais tout expliquer directement parce que mettre du texte là-dedans, ça va être horrible et vous n'allez pas comprendre forcément. C'est plus simple si vous avez directement le schéma sous les yeux. On va commencer ici, à ce niveau-là, start, au niveau d'une phase de diastole. Donc, ça va être une phase de relaxation ventriculaire isovolumique. Donc, toutes les valves ici sont fermées. Donc, cette valve-là, elle est fermée. Les valves ici sont fermées, pareil ici. Et la valve mitrale aussi est fermée. Pendant ce temps, donc à ce moment-là, vous avez vos oreillettes qui se remplissent. Là. Ici aussi. Je détaillerai ça plus tard. Vous avez vos oreillettes qui se remplissent. On continue. Elles vont se remplir jusqu'à un certain stade. Ce stade, c'est lorsque la pression à l'intérieur des oreillettes devient supérieure à la pression ventriculaire. À partir de ce moment-là, vous avez ouverture des valves. Donc, ça va être la valve mitrale à gauche et la valve tricuspide à droite. Donc, c'est les valves atrioventriculaires et le sang commence à passer dans les ventricules. On va passer à une phase isovolumique. Vous avez votre contraction des oreillettes. Donc, la contraction des oreillettes va pousser le sang vers les ventricules. Une phase isovolumique avec un remplissage ventriculaire. Tout d'abord, il était passif, comme on le voyait ici, et il devient actif quand les oreillettes se dépolarisent. On va parler d'une systole ventriculaire, systole auriculaire, atriale systole. Phase suivante. Bon, vous avez une phase où on va avoir une contraction ventriculaire isovolumique. C'est-à-dire que là, le myocarde commence à se contracter, mais les valves sont encore fermées. Les valves, donc les valves, les atrioventriculaires, elles vont se fermer quand la pression ventriculaire devient supérieure à la pression au niveau des oreillettes. Du coup, elles se ferment. Elles vont empêcher le retour du sang dans les oreillettes. Les valves, donc les valves sigmoïdes, c'est-à-dire les valves du tronc pulmonaire et de l'aorte, elles, quand la pression à ce niveau-là va être supérieure, quand la pression dans les ventricules va être supérieure à la pression dans les vaisseaux, elles vont s'ouvrir. Du coup, contraction ventriculaire isovolumique, augmentation des pressions, et quand la pression dans le ventricule devient supérieure à la pression des gros vaisseaux, donc l'aorte et le tronc pulmonaire, on va avoir un gradient de pression qui va faire ouvrir les valves aortiques et pulmonaires, donc c'est les valves sigmoïdes. Ça va permettre un flux sortant et donc une éjection ventriculaire. Après, on est à ce niveau-là, on va repasser à notre phase de départ, qui va être notre phase de repos. Donc, on va pouvoir recommencer un cycle. Donc ça, c'est le cycle cardiaque. J'explique juste cette flèche parce qu'elle est sur le schéma. Alors, tout simplement, cette flèche qui signifie le retour du sang des gros vaisseaux vers les ventricules. Pourquoi il y a cette flèche? Parce qu'il y a de là, après la systole ventriculaire, il y a une pression dans les systèmes systémiques et dans le système pulmonaire. Le système systémique, c'est la circulation générale, et le système pulmonaire, ça va être la circulation au niveau des poumons, celle qui favorise l'hématose. Cette pression, elle va essayer de faire revenir le sang vers le cœur. Tout simplement, c'est pour ça qu'il y a cette flèche.
Mais du coup, il y a 2 phases de diastole et 3 phases de systole. Alors non, en fait non. Tout simplement parce que au début, ça c'est juste notre phase de départ, c'est-à-dire que le sang, quoi qu'il arrive, il arrive dans les oreillettes, qui est contraction ou pas. Là, vous avez votre phase isovolumique. Là, vous allez avoir votre phase où vous allez avoir votre contraction, du coup non isovolumique. Laquelle de flèche? Celle-ci? Celle avec les gros vaisseaux? En fait, tout simplement, bon, en vrai, je n'ai pas tout détaillé dans mon introduction. Du coup, je vais un peu le refaire parce que vous comprenez mieux, sinon vous allez rien comprendre. En gros, la fonction cardiaque, c'est de permettre, ça va être, donc le cœur, ça va être un organe, comme je disais, hautement spécialisé, tout ça. Et sa fonction, c'est de faire circuler le sang. Donc, dans le sang, vous avez quoi? Vous avez tout ce qui va être nutriments, tout ce qui va être oxygène. Et ça va être de favoriser tout ça. Donc, favoriser l'hématose, c'est-à-dire l'oxygénation du sang, la circulation de tout ce qui va être nutriments, oxygène, tout ça. Donc, ça, c'est sa fonction. Et pour ça, il a besoin, que ce soit c'est une pompe, tout simplement, et il a besoin de forcer pour envoyer le sang. Donc, ça va être, par exemple, vers les poumons, vers le cerveau, tout ça. Il a besoin, parce qu'il y a une pression de retour, en fait. Et du coup, votre sang, par exemple, vous envoyez le sang vers le cerveau. Avec la gravité, le sang va vouloir redescendre, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Sachant qu'en plus, il y a un phénomène dans les. Ça, c'est pas intéressant pour le cours d'aujourd'hui, hein, vraiment, mais ça, il va avoir un phénomène à l'intérieur des vaisseaux qui vont être que vous allez avoir, par exemple, une élasticité de l'aorte qui permet à celle-ci de subir les pressions imposées par la contraction du ventricule gauche. Du coup, elles vont, lors de la systole ventriculaire gauche, l'aorte va pouvoir se dilater un peu pour accueillir les pressions et pareil, lorsqu'il n'y aura plus de systole ventriculaire gauche, le sang va vouloir revenir, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que vous avez des valves au niveau des gros vaisseaux. Est-ce que c'était clair? Pourquoi, lors de l'éjection du sang par le ventricule, pourquoi le sang va forcément dans l'interpulmonaire? Alors, tout simplement, alors, je vais essayer de trouver cela. Donc là, vous avez votre contraction ventriculaire. Pourquoi est-ce que ça ne repasse pas dans l'oreillette? Ça ne repasse pas dans l'oreillette tout simplement parce que vous avez des valves là en fait. Ces valves, lorsque votre pression va être supérieure ici, lors de votre contraction, ces valves, automatiquement, elles vont se fermer. Donc hop, elles se ferment là. Là, il n'y a plus rien qui passe. Et du coup, la seule possibilité pour le sang, ça va être d'aller directement au niveau des troncs. Donc ça va être le tronc pulmonaire ici, ou dans le cœur gauche, ça va être l'aorte. Et voilà, c'est exactement, ce sont des valves anti-retour. Ouais, voilà, tout simplement. Est-ce que c'était clair? Est-ce qu'il y a besoin que je réexplique des trucs? Que je le refasse? Je vais reprendre mon cours à côté de moi. Alors, c'est parti, on reprend. On va attaquer une partie qui est un peu plus dure par contre. Le diagramme de Viggers. Je ne sais pas comment ça se prononce. Personne ne le saura jamais, je pense. Alors, c'est quoi? C'est un graphique. Encore une fois, un graphique, hein, encore et toujours. Ça va être la représentation graphique de deux variables, qui va être la pression intraventriculaire en ordonnée et le volume intraventriculaire en abscisse. Donc, ça va être une boucle pression-volume au niveau cardiaque. Ouais, ce schéma fait très peur au début. Du coup, c'est une boucle fermée qui a 4 côtés qui représentent les 4 phases du cycle. Tout simplement. Là, je vais détailler les 4 phases. Première phase. Vous le voyez ici en rouge. Première phase. On va passer
du volume télésystolique, donc le volume après la systole, au volume télédiastolique, donc volume après la diastole. Cette phase, c'est une phase de remplissage ventriculaire. Votre valve mitrale, elle est ouverte et votre volume, il va augmenter, comme vous pouvez le voir, de 50 ml à peu près un peu plus de 100 ml. Cette phase, c'est une phase passive. C'est-à-dire qu'on est en diastole. Là, il n'y a pas de contraction, il n'y a rien. À un moment donné, vous allez avoir une phase de fermeture mitrale. À partir de ce moment-là, donc fermeture de la valve mitrale, simplement. À partir de ce moment-là, on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, si mon ordi veut bien, c'est une phase de contraction isovolumique. Isovolumique, pourquoi? Donc, on reste au niveau du même volume, tout simplement. Vous avez uniquement une augmentation de pression sous l'effet de la contraction. Le sang, il ne peut pas sortir, du coup, la pression, elle augmente. On va passer à la troisième phase. Troisième phase, vous avez votre ouverture de la valve mitrale. Non, ouverture de la valve aortique, excusez-moi. Vous avez votre ouverture de la valve aortique. Et là, à partir de ce moment-là, le sang, il a un échappatoire, il peut sortir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le volume, il va diminuer, tout simplement. Du coup, vous allez avoir cette courbe qui va représenter la diminution du volume. Et puis, à un moment, vous allez avoir du coup, ouverture de la valve aortique grâce au gradient de pression. Et c'est la phase d'éjection ventriculaire. Donc, le sang, il va être éjecté dans la aorte, le volume il diminue et la pression, elle augmente. Pareil, le volume diminue et la pression, elle augmente. Cette pression, elle augmente jusqu'à la pression télésystolique, donc la pression après la systole. En fin d'éjection, cette pression télésystolique, elle va être égale de part et d'autre de la valve aortique. Donc très logiquement, il va avoir fermeture de la valve aortique, tout simplement, pour éviter le retour du sang dans le sens inverse, que j'expliquais tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? Donc je passe à la quatrième phase. Quatrième phase, phase de relaxation ventriculaire isovolumique. Donc, vous avez vos deux valves qui sont fermées, donc par exemple votre valve aortique et votre valve mitrale. Vous avez donc une pression qui diminue. Pourquoi la pression diminue? Parce qu'on est en relaxation ventriculaire. Alors que le volume reste constant. Pourquoi le volume reste constant? Parce que vous avez les valves qui sont fermées. On parle donc d'une relaxation isovolumique. Quand la pression du ventriculaire devient inférieure à la pression auriculaire, la valve mitrale s'ouvre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? Du coup, les phases 1 et 4 correspondent à la diastole et le reste à la systole. Ça. Un diastole et 4 systoles? Non. Non, non. Alors, en gros, la 1, phase de remplissage passive. Donc là, on est bien en diastole. Pas de contraction. Phase 2. Là, on est en systole. On commence la systole. Du coup, vous allez, avec la contraction, avoir une augmentation de la pression. Cette augmentation de la pression continue. Et après, à partir de là, donc là, à partir de la fermeture de la valve aortique, on passe dans une phase de diastole. Donc là, c'est les 4 sous-phases que j'ai expliquées tout à l'heure. Isovolumique, non isovolumique. Donc c'était ça en fait. On était où? Ouais, du coup, quand la pression ventriculaire devient inférieure à la pression auriculaire, la valve mitrale s'ouvre. Et on recommence un cycle, tout simplement. On a très bientôt fini normalement. Ouais, c'est ça. La dernière diapo en plus, 9h. C'est ça, j'ai mis 1 heure.
vous allez avoir votre volume d'éjection systolique. Donc, ce volume-là correspond à quoi? Il correspond au volume de sang total éjecté dans l'aorte lors de la systole. Donc, cette différence entre le volume télésystolique et le volume télédiastolique, il représente environ 70 millilitres. Je vais revenir à mon graphique. C'est plus simple. Il représente environ 70 millilitres. C'est ça. Volume d'éjection systolique. Votre fraction d'éjection, ça correspond à quoi? C'est le rapport, c'est le pourcentage de sang total du ventricule qui est éjecté lors de la systole. Alors, cette fraction, elle représente environ 58%, donc environ 60% à peu près. C'est variable. Du coup, voilà. Je vais remettre la diapo. Environ 58%. Votre volume d'éjection systolique, c'est la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique. Ça représente environ 70 millilitres. Et ici, la fraction d'éjection, c'est le rapport, c'est le pourcentage c'est le pourcentage de sang, sang éjecté là au cours de la systole. Ces volumes, ça représente environ 58%. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ai fini. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste encore un peu. Du coup, Martin, je remonte les messages. Alors, non, en gros, pour 1 et 4 diastole, oui. Pour 1, ah oui, 1 et 4 diastole, oui, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord pour que le 4, la phase 4 et la phase 1 soient la diastole. Ça, je suis d'accord. Après, là, du coup, la phase 2 et la phase 3, vous vous en doutez, c'est la systole. Je ne comprends pas la phase 1. En gros, votre phase 1, tout simplement, on passe du volume télésystolique, donc volume après la systole, au volume télédiastolique, volume après la diastole. Ça va être une phase de remplissage qui va être ventriculaire et qui va être passive. Donc, votre valve mitrale est ouverte et le volume augmente de environ 50 à 100 ml. Cette phase est passive. Pourquoi? Parce qu'on est en diastole et qu'il n'y a pas de contraction des oreillers. Enfin, il n'y a pas de contraction. On va avoir fermeture de la valve mitrale. Fermeture de la valve mitrale. Après, on passe à l'étape suivante. Contraction, augmentation de la pression. Vous allez avoir votre ouverture de la valve aortique. Le sang s'échappe. Vous continuez à avoir une augmentation de pression, mais vous avez une diminution de volume. Après, fin de la contraction, on repasse en diastole et on revient au stade initial. Et un cycle peut recommencer. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur toutes les autres parties? Je ne comprends pas pourquoi la pression augmente. À quelle phase? À la phase 3. En gros, phase 3. Pourquoi est-ce que la pression augmente encore? Simplement parce qu'on est encore dans une phase de systole. C'est-à-dire que après l'ouverture de la valve aortique, donc la valve aortique s'ouvre, le sang part dans l'aorte, mais vous êtes toujours en contraction. Vous avez toujours du sang du ventricule gauche qui continue à être comprimé par le ventricule gauche. Donc, c'est pour ça qu'on a encore une augmentation de pression.
à partir du moment où l'aorte a une pression égale au ventricule gauche, vous avez la fermeture de la valve. Ça marche pareil pour le ventricule droit, hein, c'est exactement pareil. Le diagramme de Wiggers, il représente la pression du ventricule gauche. Mais c'est exactement pareil. Du coup, en phase 3, vous avez quand même une augmentation. Simplement, parce qu'il y a toujours contraction en fait. On passe de là où commence la contraction, on arrive là où commence à s'arrêter la contraction. Et on a toujours, du coup, sur cette partie-là, une augmentation de pression. Enfin, une augmentation de pression, oui. Voilà. Et juste la diminution du volume parce que le sang part dans l'aorte maintenant que la valve aortique est ouverte. Tout simplement. Alors, est-ce que tu peux expliquer les canaux? Ouais. Je vais me battre avec la fenêtre de Goto. Alors, canaux. Non, non. Alors, en gros, j'ai compris. Okay. En gros, votre canal pacemaker, donc le canal unique les canaux uniques HN, ils ne sont pas activés. Donc, ils sont pas activés par l'hyperpolarisation. Le canal unique HN, à la différence du canal unique T transitoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, canal classique transitoire de type T, la différence de celui-là, c'est que il est activé par l'hyperpolarisation, mais pas de la même manière. Donc, ça veut dire que plus la cellule va être hyperpolarisée, plus il va être juste perméable, tout simplement. Plus il va faire rentrer dans la cellule le sodium et le potassium, mais il est non spécifique. Celui-ci, le canal calcique transitoire, on le retrouve dans beaucoup d'autres cellules du corps, et c'est un canal, quand il subit des phénomènes électriques très locaux, il va augmenter tout de suite sa conductance unique, il va provoquer l'entrée de calcium, tout simplement. Je vais essayer de trouver la partie plus claire dans le cours. Directement, au moins, ce sera plus simple. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le transitoire, c'est-à-dire de quelle partie? Ah, pourquoi transitoire? Ah, attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc là, on sort de la partie du cours que j'ai fait, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. C'est pour ça. Je cherche juste le diagramme, il est là. Voilà. C'est ça, normalement. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Ah. Voilà. Pourquoi transitoire? En fait, tout simplement, c'est ça. Je n'ai pas mis ce graphique parce qu'il est trop compliqué. Enfin, trop compliqué. Et vous n'avez pas de toute façon tous les trucs encore, toutes les connaissances pour totalement l'expliquer. Mais en gros, vous avez différents canaux. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est transitoire? Tout simplement. Donc là, on va prendre par exemple celui-là, canal sodique rapide. Transitoire, il va s'activer et tout de suite après, il va se fermer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est transitoire. C'est aussi simple que ça. Alors qu'il y en a d'autres qui vont rester très longtemps ouverts. C'est aussi simple que ça. Oui, en transitoire, ça veut dire temporaire en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions sinon? Fonction du canal sodium. En gros, la pompe électrogénique, c'est la pompe que vous retrouvez dans tous les tissus, la pompe anaplica plus ATPase. Sa fonction, c'est de maintenir le potentiel de repos stable, logiquement. C'est-à-dire que dans le tissu nodal, ce courant-là, il n'est pas constant.
coup, vous avez une diminution de cette activité de la pompe électrogénique qui est fait comme ça. Et donc, ça va limiter l'entrée de potassium et la sortie de sodium. Et ça favorise tout simplement un effet dépolarisant parce qu'on a une accumulation de Na+ dans la cellule. Du coup, il s'active avec la dépolarisation transitoire. Quel canal? Les canaux favorisent tous un effet dépolarisant. Je réponds à la question d'Anouk après. Juste, canal calcium transitoire. Ouais, en fait, celui-ci, dès que tu vas avoir des phénomènes électriques, je pense que ça a été vu en électrophysiologie, dès que tu vas avoir des phénomènes électriques locaux, c'est-à-dire une dépolarisation d'une partie du nœud, bah, en fait, ça va suivre et c'est ce canal calcique qui va faire que tout le reste va se dépolariser. Mais oui, il est transitoire. Du coup, les canaux favorisent tous un effet dépolarisant. Alors, logiquement, normalement, non. Mais dans le cœur, ça marche pas pareil. Du coup, normalement, celui-ci, donc la pompe électrogénique, sa fonction première, c'est de maintenir le potentiel stable. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça veut dire les cellules ventriculaires qui ont un potentiel de repos stable qui ne bougent pas. Ça, c'est sa fonction normalement. Sauf que dans le cœur, vous avez des particularités, c'est que son activité diminue de petit à petit. Son activité diminue de petit à petit. Du coup, c'est ça qui va entraîner, ça va entraîner un effet dépolarisant, ce que j'expliquais, une augmentation, une accumulation d'ions dans la cellule, tout simplement. Après, du coup, tous les autres, oui, favorisent un effet dépolarisant. Du coup, on va avoir l'augmentation de l'échangeur Na+, Ca2+, qui lui aussi va favoriser la dépolarisation. Pareil, le courant ionique pacemaker qui lui favorise aussi la dépolarisation. Et le courant calcique transitoire qui lui favorise aussi la dépolarisation par l'entrée de calcium. Il y a combien d'hyperpolarisation, dépolarisation? Ça, je ne sais pas du tout, je n'aurais pas de réponse. Je pense pas que ce soit très important d'un côté comme truc, mais je ne saurais pas dire, franchement, aucune idée. D'autres questions? Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions,